there's another story to tell. Not one about how much we give Africa, but about how much we take. While Africa does receive under $30 billion in aid each year, $192 billion leaves the continent. Much of this goes back to rich countries. Out. $46.3 billion in multinational company profits. Out. $21 billion in debt repayments. Out. $35.3 billion in illicit financial flows. 60% of that through corporate tax evasion. Out. $6 billion through skilled workers leaving Africa. Out. $17 billion in illegal logging. Out. $1.3 billion in illegal fishing. Out. $36.6 billion as a result of climate change that Africa didn't cause. Children in Africa are 16 times more likely to die before the age of 5 than children in rich countries. In Sierra Leone, life expectancy for a child born today is 45. Africa has a shortage of 1.8 million skilled health workers. This is predicted to rise to 4.3 million in the next 20 years. $30 billion a year in aid to Africa. $192 billion out of Africa. Our political leaders are telling us only half the story about our financial relationship with Africa. C'est en 1945 que la France du général de Gaulle crée le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, bien que depuis 1939, une zone franc avait été instituée entre la France et ses colonies. Aujourd'hui, 70 ans après sa création, 15 pays d'Afrique répartis dans 2 zones utilisent toujours cette monnaie. Pour la zone franc d'Afrique centrale, la CEMAC, le franc CFA devient le franc de la coopération financière d'Afrique centrale. Pour la zone d'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, il devient désormais le franc de la communauté financière d'Afrique. 2 banques centrales sont censées régir les politiques du franc CFA dans leurs zones respectives. Pour la CEMAC, c'est la Banque des États d'Afrique centrale. Pour l'UEMOA, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Mais un 3e acteur pèse aussi sur les décisions grâce à son droit de veto. La Banque de France. C'est elle qui fixe le prix du franc CFA sur l'euro et qui garantit sa libre convertibilité. Tandis que les devises, elles, sont imprimées à Chamelières, dans le centre de la France en Auvergne. Pour certains économistes, le franc CFA freine le développement des pays qui l'utilisent. Les planches à billets étant sous le contrôle de la Banque de France, aucun pays de la zone franc ne peut créer de la monnaie selon ses besoins, ce qui peut ralentir leur économie. Comme le CFA évolue en fonction de l'euro, les pays de la zone franc souffrent de leur monnaie forte et ont ainsi du mal à exporter, car leurs prix ne sont pas compétitifs. La parité fixe avec l'euro profite donc principalement aux investisseurs étrangers qui souhaitent rapatrier leurs revenus. Et si le président François Hollande avait promis la fin de la France-Afrique en 2012 lors d'un discours à Dakar, le franc CFA reste 70 ans après sa création, la dernière monnaie coloniale encore en activité. Avant de découvrir l'or, il faut franchir ce bloc d'acier étincelant, cette muraille de 7 tonnes. Passer cette porte blindée, on pense déjà toucher le métal précieux. Non, c'est simplement l'antichambre. Il faut être patient et descendre encore à 26 mètres sous terre. Et devant nous, une seconde porte colossale. Seuls 5 agents de la Banque de France ont un accès permanent au coffre et donc les clés pour nous y emmener. Pour des raisons de sécurité, les gardiens du trésor ne doivent pas être reconnus. Ils travaillent à la souterraine. C'est cette chambre inaccessible où dort l'or de la France depuis 1920. Pendant 4 ans, 1000 ouvriers ont construit cette forteresse souterraine. Dans la souterraine de la Banque de France, l'or se présente sous 2 aspects. Vous avez la barre, elle pèse 12,5 kg. Cela représente à peu près 250 000 €. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus léger, le lingot. Le lingot pèse 1 kg pour à peu près 20 ou 25 000 €.
Et au total, 2500 tonnes d'or reposent sur ces étagères. Cela représente 54 milliards d'euros. Depuis 5 ans, le stock a diminué. La France a vendu 500 tonnes d'or pour acheter des devises en dollars et en yens. Et alors, c'est quoi votre travail ici? On y manipule énormément. Nous sommes que trois en France à le faire. Et ça vous fait quoi de manipuler de l'or? D'abord c'est beau, et puis c'est mythique. Il faut le voir, il faut l'entendre aussi, parce que on dirait du cristal. Vous voyez, c'est un son. Et tout cet or a bien failli être volé. Nous sommes en juin 40, les Allemands sont à Paris, 4 officiers nazis se présentent à la Banque de France et demandent qu'on ouvre les coffres. Oui, mais ils sont vides. L'or est déjà sur les routes. Il y a 2800 tonnes d'or à évacuer, ce qui est considérable. Vous avez donc de mémoire 400 ou 450 camions, parce qu'en plus il faut réquisitionner les camions, ils ne sont pas tous là, la plupart sont partis sur le front. On fait ça de nuit, et puis là donc on file vers les ports, et puis donc après on partait vers Dakar, vers les Antilles, vers les États-Unis, qui sont les 3 grandes destinations. Seule une caisse de 50 kilos d'or est déclarée perdue. Elle est tombée dans le port de Brest, et certains disent qu'elle a été repêchée. Après la guerre, l'or retrouve son écrin. Aujourd'hui, avec ce stock de 2500 tonnes, la France est le 3e plus gros détenteur d'or au monde, derrière les États-Unis et l'Allemagne. Cet or, c'est la forme ultime de paiement dans le monde. Donc ça fait partie de ce qui donne le crédit à la France, à l'économie française. C'est de la monnaie sous une autre forme que nous gardons précieusement contre tous les vols, toutes les tentations qui pourraient exister. Et comme vous l'avez vu, je peux vous garantir que c'est très très bien gardé. Jamais des cambrioleurs n'ont essayé de rentrer, c'est de toutes les manières impossible. Avant de ressortir, nous longeons ces caisses en aluminium, encore de l'or. Et puis, au détour d'une salle, des sacs de pièces sonnantes et trébuchantes. Des dollars qui rappellent la ruée vers l'or. Notre voyage au royaume de l'or aura duré 2 heures, avant de remonter vers le monde extérieur. Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Je suis d'ailleurs encore gouverneur honoraire de la BCEAO et je peux vous dire que le franc CFA a été bien géré par les Africains. Donc je demande vraiment aux intellectuels africains de faire preuve de retenue et surtout de discernement. Si l'on regarde sur une longue période, 25-30 ans, cette monnaie a été utile aux populations. Les pays de la zone franc sont les pays qui ont eu la croissance la plus continue sur une longue période. Ce sont les pays qui ont eu un taux d'inflation le plus bas. C'est l'une des rares zones où le taux de couverture de la monnaie est quasiment à 100%. Mais écoutez, qu'est-ce que nous voulons d'autre? Peut-être que c'est le terme franc CFA qui gêne, mais à ce moment-là, qu'on le change. Mais sur le fond, je considère que notre option est la bonne. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Et il faut que le peuple noir apprenne à arracher le pouvoir. Ça ne se donne pas. Moi, quand j'entends certains Africains ou certains m'écrivent me dire « Madame Beyala, quand est-ce que M. Hollande va venir nous libérer ?» Je leur dis jamais. Il ne viendra vous libérer. Soyons clairs là-dessus. Un peuple se libère par lui-même. Personne n'a jamais libéré personne. Ça n'existe pas dans l'histoire du monde. Si vous voulez vous libérer, si vous vous sentez opprimé, levez-vous et utilisez tous les moyens de votre possession pour vous libérer. Ayez l'esprit du sacrifice. Au moins les Africains français, nous l'avons. Quand nous décidons d'acheter une maison de la culture africaine française, nous ne sommes pas riches. Mais chacun va se dépouiller un peu de ce qu'il a pour que le collectif marche. Il est temps que les Africains apprennent une chose.
Tant qu'ils n'auront pas en esprit que nous sommes dans un tout plus grand que nous-mêmes, et que chacun va vouloir ne pas mourir, ne pas donner son argent, ne pas donner son temps, ne pas donner son énergie, on n'ira nulle part. Et ce n'est de la faute de personne d'autre que de la faute de nous-mêmes. Et cette autre critique, il est temps que les Africains français, le fassent. Or, ce n'est pas le cas pour l'instant. Ils sont en attente de quoi? Il ne se passera rien. Mes frères, il ne se passera rien si vous ne faites pas. Parce que moi, si je suis opprimé, je me lève. Quand je crée le collectif Égalité, à l'époque pour réclamer des places pour les Noirs, c'est parce que je sentais j'étais opprimé et que mes frères étaient opprimés. Donc, je me lève. Et je prends des risques. Et des risques, on peut même jusqu'à aller se faire tuer. Il faut accepter le principe sacrificiel. Les nations occidentales se sont créées sur la base de ce sacrifice. Même la France aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu des hommes, des femmes, des enfants qui ont sacrifié leur vie en faisant leur révolution, la révolution française, on n'en serait pas là. S'il n'y avait pas eu la commune, on n'en serait pas là. Le sacrifice fait partie du processus de la construction des identités des nations. Nous, on ne veut pas le faire. On demande aux autres de le faire. Pendant des années, j'ai vu, on n'avait pas de maison de la culture. Les Africains français ont passé leur temps à aller demander qu'on le leur construise. Mais personne ne va te construire ta maison. Tu dois te la construire ta maison. Ils réclament qu'on aille libérer l'Afrique. Mais personne n'ira libérer l'Afrique. Les Africains libéreront l'Afrique eux-mêmes s'ils le veulent. Pas en parlant, mais en agissant. Parce que ça fait des décennies qu'on les entend parler. Moi, je suis un révolutionnaire. Non, tu l'es. Pose l'acte. Tu n'es pas content du régime. Lève-toi. Déjà à l'époque, j'ai réécouté récemment Fela Ramson Kuti. Tout ce que je dis là, il le disait déjà, ça veut dire que c'est un comportement chez nous récurrent. Le refus du sacrifice. Donc on ne bâtira jamais de nation tant qu'on ne l'aura pas. Tout le monde veut arriver à Dieu, mais personne ne veut mourir. Tout le monde va arriver à Dieu, personne ne veut mourir. Et c'est très spécifique à notre culture. Et c'est ça qui est dommage. Et ce n'est pas seulement au niveau du sacrifice physique, mais même de l'argent. On vous dit, on va faire des cotisations pour envoyer telle chose dans tel endroit. Ceux-là même qui sont concernés par l'endroit ont du mal à donner 1 euro. Bon Dieu. Comment voulez-vous avancer? Le peuple Tutsi nous avait donné un exemple en 1994, 95, 96. Ils étaient maltraités, ils avaient subi un génocide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les Tutsis du monde, je vous le signale, étaient obligés de donner, je crois, le tiers de leur salaire comme don à la révolution. Et ils l'ont tous fait, enfants comme adultes, vieux comme jeunes, hommes comme femmes. Et Kagame se battait au front. Là, j'entends des gens, oh, on est en train de nous tuer et nous, on n'est pas contents. Et ils marchent. Mais marcher. Mais marcher, c'est thérapeutique, certes. Mais ce n'est pas comme ça que l'histoire des peuples change. L'histoire des peuples change par le sens du sacrifice. Là, quand Hollande est passé l'autre jour à la télé, il appelait tous les Français au sacrifice économique pour redresser la France. Moi, je ne suis pas très heureuse de donner mon argent, mais je vais donner. Parce qu'à des moments précis de l'histoire, tout le monde doit faire le geste nécessaire. S'il faut donner un enfant, on donne l'enfant. S'il faut donner de l'argent, on donne l'argent. Quand vous dites ici, il faut donner un enfant, on donne l'enfant, c'est-à-dire? Pendant la Révolution, c'est ce qui s'est passé. Il y a des gamins qui sont allés pour qu'on ait la République d'aujourd'hui. Qui sont allés mourir pour ça. On meurt pour ces idées, il faut avoir le sens du sacrifice. Qui a fait un film, c'était Henri Duparc.
Il y a une seule chose que ça m'enseigne, il faut faire son travail. Il faut avoir foi en ce qu'on fait. Moi, j'ai une foi en l'Afrique. C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste, c'est pas important. J'ai dit souvent à mes collaborateurs que celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, ça. Ce n'est pas des métiers où on devient riche. Ça, c'est la première leçon que je voulais tirer. La deuxième leçon, c'est que tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet, pourvu que tu saches dès le départ où tu veux aller et que tu prennes les moyens pour arriver où tu veux arriver. Je me rappelle toujours d'une discussion que j'avais avec mes amis au lycée classique. On était un certain nombre qui voulions devenir président. Chacun dit va devenir président. Et il y en a un qui m'a dit, moi je vais d'abord faire les affaires, parce que sans argent on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas devenir président. Et je lui ai dit, moi, c'est parce que je ne vais pas faire les affaires, que je vais être pauvre, que je vais avoir les mains propres et que je vais devenir président. Aujourd'hui, mon ami, il a eu beaucoup d'argent, effectivement. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est jamais devenu président. Il n'a jamais même été candidat. Voilà. Voilà, il n'a jamais été candidat. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu veux longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas découvrir les situations de façon opportuniste. Il faut savoir ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et tu te traces ta ligne de conduite. Donc tout ce que tu fais dans la vie, moi j'ai fait histoire pour devenir président. Sinon, la bourse qu'on m'a donnée pour aller en France, c'était pour faire professeur de latin et grec. Quand j'ai commencé vraiment à militer, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'histoire de l'Afrique pour poursuivre ma route. J'ai changé. J'ai changé. Et j'ai fait histoire parce que c'est ça qui me manquait pour connaître d'où on vient et où on peut aller en connaissant d'où on vient. Je vois des gens qui découvrent qu'il y a un fauteuil à côté, ils peuvent s'asseoir dessus. On ne s'assoit pas dessus comme ça. Le fauteuil, il est à côté, il semble vide, mais il a un propriétaire. Il a un propriétaire. C'est quand tu veux t'asseoir dessus que tu te rends compte qu'il a un propriétaire. Et le propriétaire, il faut savoir que le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple. Il faut toujours savoir ça, que c'est le peuple. Tu as beau être ce que tu es, si tu ne sais pas que c'est le peuple, et que tu ne te conduis pas en conséquence, tu ne peux pas t'asseoir dessus. C'est tout ça que moi j'ai envie que les Africains sachent. Et puis, il faut aimer son pays, il faut aimer l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo a aussi donné le sens de son combat pour l'émancipation et la dignité des Africains qui ont aussi droit, selon lui, à vivre heureux dans leur pays, qui regorge des richesses inestimables. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés.
Nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier, et que les gens, même, tu vas mettre l'argent chez eux en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. Ah oui, moi quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Non, oh, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Ça. Moi qui suis ici, je ne passe pas les vacances en Europe. Mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur un sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote, c'est pour qu'on efface tout ça. Dieu merci, avec des films comme ça, demain, les jeunes peuvent savoir le combat que nous avons mené et eux-mêmes vont continuer encore. Eux-mêmes vont continuer. Je vous remercie à votre amour. Je vous remercie à nous tenir. Et tous les amis qui sont venus, je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Rise down, black men, and dig. Reach up, black men and women, and pull all nature's knowledge to you. Turn ye around and make a conquest of everything north and south, east and west. And then when you have wrought well, you will have merited God's blessing, you will have become God's chosen people, and naturally you will become leaders of the world because of the superiority of your mind and your achievement. So give us credit for being able to use our minds. And with people becoming conscious of themselves, determined to use their minds, you do not know to what extent they can go. Liberate the minds of men, and ultimately you will liberate the bodies of men. Black men of Carthage, black men of Ethiopia, of Timbuktu, Alexandria, gave the light of civilization to this world. Ethiopia shall stretch forth her hands unto God, and princes shall come out of Egypt. The world is indebted to us for the benefits of civilization. They stole our arts and sciences from Africa. Then why should we be ashamed of ourselves? Because God and nature first made us what we are. And out of our own creative genius, we make ourselves what we want to be. Follow always that great law. There is no height to which you cannot climb without the active intelligence of your own mind. Mind creates, and as much as we desire in nature, we can have through the creation of our own mind. But in your homes and everywhere possible, you must teach the higher development of science to your children. And make sure that we have a race of scientists par excellence. For in science lies our only hope to withstand the evil designs of modern materialism. With God's dearest blessings, I leave you for a while.
one love. Brothers and sisters, Marcus, Mosiah,